Hello, est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, bah voilà, première vidéo interconfinement. J'avais envie de vous parler, ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas vu malheureusement. Donc ça me tenait à cœur qu'on puisse discuter ensemble, interagir. J'ai pas mal de potes qui m'ont demandé un peu pas mal de choses sur notre métier, sur notre vie professionnelle. Et du coup, c'est vrai que j'avais très envie de faire cette vidéo avec vous. Alors c'est la première d'une petite série. Celle-ci, je suis toute seule et puis après, je vais inviter des gens que j'aime beaucoup, des amis, des gens avec lesquels j'ai travaillé, des gens que j'admire. Et j'espère on pourra apprendre plein de choses de leurs propres expériences. Alors du coup, tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui se passe pour nous dans le confinement. Nous, on habite à Casablanca pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc on a quand même des conditions de vie qui sont plutôt sympas. Il fait beau. On a effectivement une très belle terrasse où on peut se mettre au soleil, on mange bien, on travaille en télétravail avec les équipes en France et au Maroc, mais ça ne nous change pas vraiment la vie parce que de toute manière, c'est déjà ce qu'on fait. Quand on habite en France, on est en télétravail avec les équipes au Maroc, et puis quand on est ici, on télétravaille avec les équipes en France. Donc du coup, on est... Attendez, alors là, il y a un peu de potin, on va essayer d'arranger ça. En ce qui concerne le travail, ça ne nous change pas énormément de choses. On en profite pour finir les dossiers un peu importants, pour bosser sur les choses sur lesquelles on n'a pas travaillé jusqu'alors et qu'on avait un peu mis de côté. Et puis on en profite aussi pour mettre à jour le site internet, bosser sur l'e-shop, faire des belles photos et les peaufiner, peaufiner un peu notre univers. Alors pour ceux qui connaissent moins bien l'univers de la marque, vous en avez un petit échantillonnage derrière. On est dans notre salon avec un hibou qui est un peu la bestiole fétiche de la marque et qui m'accompagne depuis super longtemps. J'ai toujours adoré les animaux empaillés et au début c'était pas du tout la mode. Il y a une vingtaine d'années, c'était même assez mal vu. Les gens disaient « Ah mais quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ça? T'es malade, c'est dégueulasse ». Bon, et moi j'ai toujours trouvé ça magique parce que d'abord c'est des animaux qui sont déjà morts, donc le problème ne se pose pas. Généralement ils ont été tués dans des conditions convenables et je trouve qu'il y a une vraie poésie et un vrai mystère qui se dégage de ces animaux qui ont par moments l'impression qu'ils nous regardent et puis qui ont leur histoire propre. Et puis je trouve que ça donne quelque chose d'assez enchanté. Et quand j'étais petite, j'étais déjà passionnée par les contes de fées. Ma grand-mère me racontait toujours des histoires un peu à dormir debout qui faisaient peur. Et du coup, j'ai toujours pensé que les animaux étaient en fait des humains qui étaient cachés, ou peut-être le contraire d'ailleurs, que de temps en temps, c'est les hommes qui ressemblent à des animaux. En tout cas, je trouve que dans une décoration et dans un lieu de vie, les animaux empaillés donnent une vraie magie à l'ensemble. Alors, à la maison de Provins, par exemple, qui est la maison d'hôte, qui est vraiment l'emblème de la marque Stella Cadente, on a un énorme pan qui est dans la salle à manger et qui trône, qui fait la roue comme ça. Et voilà. Et bon, le pan, on n'a pas pu l'installer à Casablanca parce qu'on ne pouvait pas le transporter. Mais bon, on a quand même réussi à transporter le hibou qui est derrière moi et puis pas mal d'autres petites bestioles qui sont réparties partout. Voilà. Et bon, dans l'univers de la marque, il y a aussi évidemment la couleur. Alors la couleur, c'est une vraie prise de parti, c'est toujours un peu dangereux. Là ici, c'est une sorte de vert émeraude assez profond avec un plafond qui est bleu ciel. Et
la couleur ne laisse jamais les gens indifférents, donc soit on se risque à la travailler, ou soit on laisse en blanc. Et c'est vrai que la plupart des gens avec lesquels on travaille et avec qui on est en concurrence utilisent le blanc et n'utilisent pas tellement la couleur. Et moi, dans mon ancien métier, je l'utilisais déjà beaucoup, et dans ce nouveau métier, avec Florian Claudel, mon associé, on l'utilise quotidiennement. Alors c'est un énorme risque parce que quand on arrive dans une pièce, si tout est vert foncé et que c'est moche, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a jamais eu cette expérience, donc là-dessus c'est quand même pas mal. Et du coup, on a toujours pris le parti de colorer des chambres d'hôtel, des pièces à vivre, avec ces fameuses couleurs qui soit nous envoient quelque chose de sombre, quelque chose de mystérieux, au contraire quelque chose d'aérien. Enfin, la couleur apporte vraiment une histoire et un storytelling à l'ensemble du travail de décoration. Donc du coup, c'est évidemment très dangereux, encore une fois, parce que si la couleur est mal appliquée, ou si c'est une couleur brillante plutôt qu'un mat, ça représente quelque chose d'assez risqué. Mais à contrario, la couleur peut vraiment être une énorme qualité dans une pièce. Et puis cette couleur, on aime bien l'opposer avec de l'or, donc soit avec des miroirs en bois doré comme c'est le cas derrière moi, soit ça peut être carrément un mur qui peut être appliqué à la feuille d'or, ou même carrément un plafond. On a fait des restaurants avec des plafonds à la feuille d'or, et du coup l'or mélangé avec la couleur donne vraiment une atmosphère assez particulière. Et bon, tout cet univers assez étonnant, en fait, il arrive vraiment de mon enfance, et j'ai d'abord développé toute seule au travers de la mode, et ensuite au studio avec Florian, et c'est quelque chose qui est toujours en fait redondant. C'est toujours les mêmes matières, c'est toujours les mêmes couleurs, c'est toujours le même storytelling. Cet univers un peu de conte de fées, un peu mystérieux, j'espère avec beaucoup de poésie. Et c'est un univers qui au début était assez incompris, donc du coup on a fait une maison d'hôte à Provins, et on a essayé d'y mettre effectivement l'intégralité de tout ce travail là-bas. Donc chaque chambre a une thématique de conte de fées, donc on peut dormir dans la peau d'âne, on peut dormir dans la Reine des Neiges, etc., etc. Et la peau d'âne, par exemple, on a une pièce, c'est une suite avec 3 pièces, donc on a une pièce couleur du temps, une pièce couleur du soleil et une pièce couleur de lune, exactement comme dans le conte de fées. Et voilà. Et la Reine des Neiges est blanche, évidemment, puisque dans l'univers du conte de fées, la Reine des Neiges est amoureuse d'un humain, et elle finit par l'enfermer dans la glace. Donc on a mis des strass au plafond, il y a des stalactites qui pendent des rideaux, enfin bon. Je trouve que le métier qu'on fait doit rester très onirique, doit rester très magique pour apporter vraiment un bien-être et une évasion chez les gens. Et demain, une fois que le confinement sera terminé, je pense que ça sera encore plus important. Il faudra encore avoir plus de capacité de s'évader que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, tout cet univers, on le développe généralement pas auprès d'une clientèle de particuliers, parce qu'on estime que c'est pas notre métier, mais plutôt auprès d'une clientèle d'hôtels et de restaurants, parce que d'abord, quand on va au restaurant ou dans un hôtel, on a envie de s'évader d'une certaine manière, on a envie d'avoir une expérience client assez particulière, et du coup, on peut se permettre plus de choses que dans un appartement. Donc généralement on part d'un concept, alors ça peut être un jardin d'hiver par exemple, comme on l'a développé déjà plusieurs fois, et à partir de ce concept, on commence à tirer le fil, généralement à partir de la couleur, avec pourquoi pas effectivement des verts, des coloris de zinc, des matériaux vraiment choisis qui rappellent comme ça l'univers
de la serre et du jardin intérieur. Et puis après, on essaye d'utiliser la végétalisation, parce qu'en ce moment, ça fait partie des grosses tendances de notre métier. La végétalisation, on a envie que l'intérieur aille à l'extérieur, en mettant des vrais canapés peut-être dans son jardin, en mettant des choses comme ça. Et puis à contrario, on a envie aussi que le jardin arrive dans la maison, en mettant pourquoi pas du rotin, des chaises longues, des choses comme ça à l'intérieur de son salon. Donc cet univers qu'on essaye de développer avec les hôtels, il doit se retrouver jusque dans l'assiette, jusque dans le cocktail, quand on va boire un verre au bar, quand on va au restaurant. Et toute cette expérience client, en fait, c'est de A à Z. C'est vraiment le déroulement d'une vie. Et ça va aussi jusque dans les moindres objets. Et du coup, c'est vrai que souvent, les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que tu es venue t'installer au Maroc? Alors, je me suis toujours sentie très très proche du Maroc, en fait, de par sa culture, alors que moi, je suis plutôt d'origine de l'Est, donc ça n'a aucun rapport. Mais j'ai toujours senti cette sorte de bienveillance des gens ici, un pays avec beaucoup de lumière, un pays où il peut faire froid, mais aussi il peut faire très très chaud. Un pays où l'artisanat reste encore au cœur du dispositif. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon premier métier, qui était celui de la mode, je travaillais énormément avec les artisans et c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. C'est même la chose qui me tient le plus à cœur dans mon métier, de pouvoir transmettre mes idées grâce à la main de quelqu'un d'autre pour le donner à un tiers. Et d'ailleurs, il y a toujours eu comme ça une forme de magie à travailler avec les artisans, parce que souvent ce sont des gens qui ne sont pas de votre culture, qui n'ont pas forcément vos références, qui ne sont peut-être pas de votre milieu social. Et puis vous leur dites, tu vois, j'aimerais beaucoup que tu me fasses une lampe avec un pied un peu tourné, comme si c'était une aile d'oiseau. Et alors moi je pars dans mon délire comme ça, et la personne en face qui va sculpter ou qui va travailler sur l'objet, elle comprend. Alors que peut-être qu'elle est chinoise, peut-être qu'elle est marocaine, peut-être qu'elle est aussi française, mais peut-être pas avec mes références. Et ça, c'est la magie du travail du créateur avec l'artisan. Et du coup, cette magie-là, j'aimerais vraiment pouvoir la conserver au plus loin de mon travail. Et malheureusement, en France, les artisans ont petit à petit disparu de notre métier. Il en reste quelques-uns qui sont des gens de grande valeur, mais qui ont été un peu, entre guillemets, muséifiés, donc qui sont dans des prix et des tarifs ultra importants, et qui empêchent que nous, on puisse travailler avec eux. Et du coup, j'ai retrouvé dans le Maroc une forme de satisfaction à pouvoir bosser avec des gens qui sont encore dans la même énergie que la mienne. Donc ici, on arrive à fabriquer encore des embrasses à rideaux en laiton, des sculptures qui vont sur les murs, du mobilier. On travaille avec une petite usine qui fait tout le mobilier à la main, magnifique, avec des chaises, des canapés. Et demain, on fait des bijoux aussi, évidemment, que vous pouvez voir sur mes doigts. Et demain, j'espère qu'on retrouvera une partie de l'ancien métier de la mode qui bien sûr reste bien ancré à l'intérieur de notre cœur. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression que demain, le confinement nous aura au moins apporté cette revalorisation du travail de la main, et aussi le prix des choses. Je vois que j'ai des questions. Marine qui me demande, est-ce que vous avez des projets dans d'autres pays que le Maroc? Oui, en fait,
on travaille à peu près 70% de notre métier en dehors du Maroc et 30% ici. Donc ici au Maroc, on travaille sur des hôtels généralement dans des villes comme Casablanca, Fès, Meknès. Et on a aussi des projets en France, à Paris, à l'Isle-Adam, dans un très joli domaine avec un magnifique château. Et puis on travaille en Suisse et on travaille en Italie. Et notre dernier projet, enfin le dernier voyage qu'on a fait, on est parti à Rome, puisqu'on a un projet là-bas qui est super beau. Et bon, pour l'instant l'hôtel est fermé évidemment, mais on sait que ça va bientôt rouvrir et qu'on va pouvoir retourner à Rome pour finir ce beau projet. Donc oui, c'est aussi une chance énorme, c'est qu'on peut voyager tout le temps, partout, et pouvoir comme ça transporter notre univers dans tous les endroits où les gens ont envie de nous choisir pour faire les décorations. Et ça nous fait vraiment très plaisir. Et du coup, je pense que des pays comme l'Italie ont vraiment aussi, après ce qu'ils sont en train de vivre, des cartes à jouer dans la revalorisation d'un certain art de vivre qui avait déjà beaucoup de choses à dire, mais qui demain vont avoir encore plus de choses. Alors on me demande quelles sont les futures tendances. Justement, la végétalisation reste une tendance majeure de notre métier, parce que la nature, la planète, l'intelligence qui va consister à vivre plus en adéquation avec notre planète sera évidemment là. Il y a également une autre tendance qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est une sorte délabrement revisité. Je m'explique, on va revenir à un retour de la patine, des lieux qui ont l'air plus ou moins abîmés, mais qui en fait ont vécu avec une vraie culture, des lieux imprégnés d'histoire et de culture, et dans lesquels on va mélanger du mobilier contemporain pour donner aussi une vraie forme de modernité. Et cette tendance, nous, en interne, on l'a appelée rustichic, un mélange de rustique et d'élégance. Et on va pouvoir mélanger, par exemple, un très beau lustre en cristal à l'ancienne, avec des patines murales comme si les murs avaient été comme ça laissés pendant une centaine d'années, et puis des chaises, des fauteuils ultra contemporains au contraire. Ensuite, on a aussi travaillé sur une tendance qu'on a appelée mid-century, qui en fait est la continuité de la tendance scandinave, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les tendances commencent et s'arrêtent, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on a depuis plusieurs années déjà une tendance sur l'artisanat scandinave et sur toute cette thématique des années 50 dont on commence à avoir un peu marre, et celle-là, elle va se transformer vers quelque chose d'encore plus accentué, un peu plus entre guillemets comme chez ma grand-mère. Donc le retour des crapauds à franges, le retour des fameuses lampes Grand Marnier avec l'abat-jour en parchemin, le retour des imprimés un peu trop grossiers avec des rebroderies, et ça va aller même jusqu'aux tables basses avec le carrelage un peu avec les hémofusing. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais voilà, chez ma grand-mère il y avait des trucs comme ça. Donc on va revenir comme ça vers ce besoin de cocooning, de se retrouver pratiquement comme chez sa grand-mère. Et puis toujours dans le même esprit, une tendance qu'on a appelée futuriste, bien qu'elle ne le soit pas forcément, qui est un mix entre
du mobilier de château avec des moulures, avec des dorures, avec un retour à l'élégance et au classicisme du XVIIIe siècle, mélangé avec du mobilier en plexiglas, avec des effets arc-en-ciel, et d'avoir comme ça un mix entre pas mal d'influences qui vont donner un retour à la culture. Et en fait, je crois que les deux plus grosses tendances qu'on est en train de vivre en ce moment, et le confinement nous donne encore une fois cette envie-là, c'est un retour à la vraie culture, à la culture ancestrale que nous, on connaît en France et qu'on apprécie, avec cet esprit fémin dont on parlait tout à l'heure, et aux vraies valeurs, aux choses simples, et qui finalement sont les plus sophistiquées et les plus luxueuses. Et on voit aujourd'hui que tout le monde recommence à faire son propre pain à la maison, puisqu'on a un tout petit peu plus de temps pour le faire. Et on en retire une vraie satisfaction et un vrai esprit d'ancrage. Et donc les tendances de demain vont être aussi en décoration, des tendances vis-à-vis d'une certaine forme d'ancrage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit live. J'ai pas envie d'être trop longue parce que c'est pas forcément sympa si ça dure trop longtemps. Et la prochaine fois, ça sera jeudi. On va faire ça à la même heure si ça vous va. Et c'est Annabelle Winship qui sera mon invitée. Donc Annabelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça a été mon assistante pendant une dizaine d'années quand je faisais mon métier de la mode chez Stella Cadente première version, comme je dis toujours. Donc je pense qu'on évoquera des souvenirs et qu'il y aura des choses qui vont nous faire rire et peut-être même nous faire pleurer. Et puis là, depuis une dizaine d'années, fabriquer sa propre marque qui s'appelle Annabelle Winship, qui fait des très très jolies chaussures que je porte évidemment tous les jours, avec beaucoup de couleurs et beaucoup de poésie aussi. Donc si vous en êtes d'accord, on va inviter Annabelle la semaine prochaine. Et puis je voulais pas terminer ce live sans vous parler de quelqu'un qui est très très cher à mon cœur et qui malheureusement nous a quittés jeudi, qui est Christophe. Alors juste pour l'anecdote, comment est-ce que j'ai rencontré Christophe? Je travaillais avec Biba, qui était la personne qui s'occupait de toute la presse et la communication chez Stella Cadente quand je faisais de la mode. Et chaque saison, je lui donnais un petit challenge un peu compliqué. Et puis cette saison-là, elle me dit, bon alors c'est quoi le challenge de cette fois-ci? Alors j'ai dit, écoute Biba, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu m'amènes Christophe. Parce que le final de la robe de mariée cette saison, ça va être une sorte de robe en soie rose, comme une veste. Et du coup, je vais mettre la chanson de Christophe, Les Paradis Perdus, où il commence et il dit « Dans ma veste de soie rose ». Alors, elle me dit « Bon, c'est un peu un challenge difficile, mais on va voir ». Et puis, le défilé arrive, je suis dans la cabine, juste les 10 minutes avant que tout commence. Et là, Biba arrive avec Christophe au bras. Incroyable. Et c'est un souvenir qui restera toute ma vie. Et du coup, a démarré une amitié de 20 ans avec Chris, avec qui on a partagé énormément de choses. Je l'ai beaucoup habillé pour faire ses costumes de scène, enfin ses vestes, puisqu'il avait toujours ses jeans et ses pantalons alternatifs. Et donc, j'arrivais généralement chez lui pour son petit-déj, c'est-à-dire vers 19h. Boulevard du Montparnasse, où il avait son appartement en cercle comme ça, qui était à un angle d'immeuble, un appartement dans un immeuble des années 30 très très beau, où il avait ses jukebox avec ses lumières un peu au néon comme ça, tout était un peu dans la pénombre. Et puis généralement, il m'ouvrait, il se réveillait, donc je lui disais, je te préviens, je reste pas tard parce que moi demain matin je suis au boulot, donc on fait vite l'essayage et je me casse. Et de là, à 2h du matin, bien sûr, j'étais toujours là. Et
Entre-temps, on avait refait le monde. On avait commencé au café et puis après, il buvait ces fameuses piscines, c'est-à-dire dans un grand verre du champagne avec plein de glaçons. Et puis entre-temps, il m'avait fait écouter les morceaux sur lesquels il était en train de bosser. Et puis après, on commençait à discuter de quelle veste il voulait. Et puis il voulait pas que je lui prenne ses mesures. C'était impossible. Donc pour ceux qui connaissent notre métier, ne pas prendre les mesures de quelqu'un pour faire une veste sur mesure, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est écrit. Donc ensuite on faisait des essayages. Florian a même assisté à 1 ou 2 essayages où on n'était pas d'accord sur la longueur de la veste. Donc à 1 centimètre, bah, ça pouvait prendre une demi-heure. Oui, non, ça tasse, mais non, j'aime pas, mais oui, mais non, mais oui, etc. Et puis bah, ça se terminait toujours par des rigolades, de la magie, de la poésie. Et puis finalement, on partait dîner après en bas de chez lui, dans un restaurant japonais alternatif qui ne ressemblait à rien, où la dame était très très gentille, où Chris avait ses habitudes. Et voilà, c'est entre autres des souvenirs incroyables. Et puis bah, pour l'anecdote, sa veste pied de poule qu'on voit si souvent et qu'il a porté très longtemps, que je lui avais fait à partir d'un tissu en cachemire incroyable qu'on avait trouvé je sais pas où, enfin bref. On s'est battu beaucoup sur cette longueur de veste et puis bah, finalement un jour il m'a appelé, il m'a dit écoute voilà, la veste elle est partie au pressing, elle est revenue, maintenant c'est une taille 32, je sais plus quoi faire. Donc ça nous a fait beaucoup rire parce que la veste elle était immétable. Voilà. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans ce premier live. C'est toujours un exercice un peu périlleux. Et puis bah, j'espère à jeudi alors avec ma chère Annabelle. Et à vite. Bye bye les amis. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Te souviens-tu